fait, pour un problème d'emploi na kin, bon à l'époque, tant que alors au là, emploi ezaki solo moi que non, sommes ici, moi facilité mon robe là. Mais ces derniers temps, les emploi et comment le rôle rêve, hein, ou qui peut aussi s'appeler classe pe beti bani belé pe musa les autres maté. De l'eau na kinawa, musa les commis système moro avant ça là, il faut les cas par derrière, il faut mutumoko boye, il faut oye banana mutumoko boye, il faut moi liboko moko boye tu le moi signature. Mais si la plupart peut zapper na ba grâce ou en atin. Mais comme il passe, ceux qui peuvent bio kangama beaucoup, au vivre pété, au évoluer pété. Bon, papa Aza, et comment il a mon maman pour Aza soda et à Tika Kinga pour na comprenait peut-être qu'il mon quoi Kenda qui tellement qu'à Tika Kinga nanda kumoko nazo fouté là, na continuer qui parce que sa vie et là wetindenga na kota na musalo parce que j'ai des enfants na 4 bana na ngai na moment où na monaki na comme désespéré. Et si quelqu'un a ça qui ndumba pour aller sabana pour nga survivre banda que na yaki pete pour na sala tant na mona que mibali bazo sala na mona ki ke ngape na koyi ko sala ngo ngape na koyi ko sala lokola bango na koyi pe ko se retrouver na vie mukie tozwaka yango et permetanga na lienda muna bombi ndambu nazo sala ke poto survivre mibali nde ba sepelaka na o na salaka na kati ya basi eza na mingi ba kritikaka nga mingi ba mona ngai salité mingi ba mona nga tina te ba mona nga muta souffrance plus koleka bon natalaka bango asekaka kaka po na yebi o nazoluka. Depuis son indépendance, la RDC se cherche encore en termes de gestion politique, mais surtout économique, avec une population située autour de 100 millions de personnes. Le nombre d'entreprises œuvrant dans ces frontières sont incapables d'offrir du travail à tous ces diplômés que les universités déversent sur le marché de l'emploi. Par conséquent, l'informel, la corruption, le vol, le tribalisme, la délinquance et tant d'autres vices prennent le dessus sur la norme et le bon sens, créant ainsi le parfait royaume du système D. Donc le travail, c'est un moyen par lequel on passe pour subvenir à ce besoin, que ce soit des besoins primaires ou des besoins secondaires. Le marché du travail au Congo est très critique parce que nous avons plus de chômeurs que des gens employés. Et il y a un sérieux problème parce qu'il y a des conséquences qui s'en suivent de ce fait qu'il n'y a pas de personnes qui ont de travail. Et au Congo, il y a la haine. Les gens ne s'aiment pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de ceux qui gagnent et de ceux qui ne gagnent pas. Il y a de ceux qui ont du travail et de ceux qui n'en ont pas. Et même parlant de ceux qui ont du travail, il y a de ceux qui ont du travail, mais un travail qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Et tout ça, c'est des problèmes et des problèmes. Des problèmes qui engendrent des conséquences qui font qu'aujourd'hui le pays n'évolue pas. Le deuxième problème, c'est la toxicomanie. Ceux qui le gênent, comme à 7h30, à 17h, vous comprenez? Mais ceux qui boulent, rien à faire, on se distraire, mais c'est pas bon. Et pour cela, tu as un conseil, et tu as les athées, quel que soit conjoncture, il y a beaucoup de choses, il faut faire comme ça. Mais pour nous, ils sont normal. C'est bon. Ce que les kisinde pour se les alarmer. Mais par conséquent, ils sont rebellés. Ils bière, ils même pas d'alcool. Ils ont mais la bière, ni bière, et ils ont toujours des conséquences. Ça dépend, hein. Je peux comme ça, ndumba. Je comme ndumba, soit melima sanga comme ndumba. Je peux comme bilialia. Je peux comme moyibi. C'est long quoi. Je suis pas mais la pastis face à l'anthropologie. Azuma ya pembe na mokonza sangisi. Soit meline repese gu o ya kokomela nango. Vous comprenez? Soko moni ba jeune ba sa kuluna. Eza par rapport à ba mélange ba masanga ba sangisa. Ba sangisa ba pastis, ba mokonzi, ba gene, ba na verre moko. Ya mo soka meli epesi esprit mo boyeka ya sala toujours mutu mabe.
l'enfer, c'est ne rien faire. Nous allons voir que les jeunes gens, vont se retrouver dans le vol, à tuer, à détourner, à faire le mal, parce qu'ils trouvent que les autres ont ce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est des conséquences des personnes qui n'ont pas du travail. Et si nous partons du côté des jeunes filles, en tout cas, c'est encore très horrible parce que si aujourd'hui, il y a eu un mouvement de jeunes filles qui a fait rage il n'y a pas très longtemps, on parlait d'un slogan Oudjana et consorts, tout ça, c'est par rapport au manque d'emploi. Il y a de ces jeunes filles qui ont fini leurs études, il y a des jeunes filles qui ont besoin de travailler, mais ils n'ont pas ces moyens de pouvoir se trouver un emploi. C'est ce qui fait qu'ils se livrent facilement à la prostitution. Les jeunes filles deviennent faciles à manipuler, faciles à trouver. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs les grossesses précoces. C'est ce qui entraîne en tout cas qu'on ait un grand nombre de filles mères. Parce que quand vous vous livrez à la prostitution, surtout quand ce n'est pas protégé, surtout quand c'est fait simplement parce qu'on a besoin de gagner un tout petit pain, alors automatiquement vous tombez dans des abus. Soit c'est la grossesse, soit c'est des maladies et tout ça. Donc c'est vraiment un constat vraiment très amer en tout cas. Ça avec bordel, ça avec bordel pour moi que ça bien té. Tant que ça va, on a comme tout cause sort. Mais et là on a 5 ans le président Mboka fait la pona biso. Et bien là-bas on a besoin de fazer, babaki bana biso to baki bana biso to tant que ça bana musala. Ceux qui na préféré musala ndela parce que c'est facile à garer, parce que rentrée scolaire à bana sali frais scolaire non peut ça musala qui nous ma bana faut baza bien instruire. Bana batanga pe ba mona lelo ba journaliste pe bazana kata bana fura tang sabana na mbonga pasi mpono limbati zigzag zigzag zigzag. À Kinshasa, le manque d'emploi des parents déstabilise les foyers et jette les enfants dans la rue à la merci de beaucoup de vices. En fait, déjà un parent manqué d'emploi, ça c'est quelque chose de vraiment très difficile parce que premièrement, ça crée un écart de respect entre les enfants et les parents parce que les parents ne savent pas vraiment bien éduquer ses enfants. Les parents ne savent pas donner des instructions et que les enfants obéissent après parce que tu donnes des instructions, tu dis aux enfants de ne pas sortir mais cependant tu ne leur as pas prévu un pain. Donc automatiquement ils chercheront chacun un chemin pour sortir. Donc ça c'est déjà un problème parce que c'est des valeurs qui sont en train de se dégrader. C'est l'éducation en fait de notre jeunesse qui est en train de partir en péril comme ça. Et aussi ça crée un déséquilibre dans le foyer parce que c'est le papa qui est censé prendre en charge en tout cas tout son foyer, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants et tout ce qui vit en tout cas sous son toit. Mais quand il n'a pas un emploi, ça devient compliqué parce que il a des charges à subvenir, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, et voilà. Et aussi, il y aura un problème de pouvoir scolariser ces enfants-là parce que tout commence par là. Un enfant qui n'a pas été scolarisé, même quand il atteint l'âge de la majorité, n'aura pas assez d'options de travail. Soit il va se livrer à n'importe quoi parce qu'il n'a pas de qualification, ou carrément il va se livrer au banditisme parce que c'est là où peut-être c'est un chemin de recours pour ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de fréquenter les écoles ou les universités comme tous les autres. Donc ça vraiment c'est quelque chose d'anormal en tout cas si on peut le dire comme ça. Et il faudra que l'État mette en place de bonnes politiques publiques et nous jeunes, et l'État en l'occurrence, pourrait créer beaucoup d'emplois et la jeunesse congolaise ne va pas tomber dans la dépravation des mœurs, l'oisiveté, les gens restent dans des coins en train de boire du matin jusqu'au soir sans lendemain, l'avenir devient sombre, donc c'est un peu ça. Donc il dit, si l'État met de bonnes politiques publiques, les choses vont aller de l'avant. Zigzag. Zigzag. Au Congo, c'est très délicat pour avoir un travail. La première des choses, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on dit Zangambongo mezalana batu. Ça veut tout simplement dire qu'au Congo, aujourd'hui, pour avoir le travail, c'est les relations. C'est des recommandations. Vous allez voir
une personne qui a des compétences, mais puisque dans l'entreprise, il n'a pas un membre de famille, il n'a pas un ami de son père, il n'a pas une relation, il se retrouve, malgré ses compétences, il n'est pas employé. Et vous allez vous rendre compte que l'entreprise, à cause d'employer des personnes non qualifiées, cette entreprise ne va pas aussi produire. La deuxième raison, c'est la recommandation. Aujourd'hui, vous allez voir un papa, son enfant n'a pas le niveau, mais tout simplement parce que c'est son enfant, il le place au gouvernement. Vous allez remarquer même au niveau de la députation, vous allez remarquer les papas qui n'ont même pas le temps d'aller, mais il prend son fils, il les place juste là pour encaisser de l'argent. La recommandation. Donc vous allez vous rendre compte que la compétence ne compte plus au Congo, mais c'est les relations, les recommandations, et vous allez vous retrouver. Il y a aussi une troisième chose, c'est la corruption. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même dans les ministères de l'État, si vous voulez intégrer le ministère, vous qui cherchez le travail, mais on vous demande d'abord de l'argent. Vous devez donner de l'argent pour, en retour, c'est comme des commissions quoi. Celui qui t'a parlé de l'affaire, tu dois lui donner de l'argent et en retour, il peut même te dire, comme si tu n'as pas l'argent maintenant, ce n'est pas grave. Tu vas entrer dans ton salaire, on va commencer à me donner une partie et puisque cette personne n'a pas de travail, il se sentira obligé, il préférera même qu'on le retire un peu de son argent, mais qu'il se retrouve quand même ayant un revenu à la fin. Et le quatrième, le plus grave, c'est pour les femmes. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une femme qui aujourd'hui travaille à une entreprise de la place. Cette dame, elle est partie pour demander le travail. Arrivée, elle a bien fait l'interview. Et après, la personne qui l'a interviewée a commencé à lui poser des questions extra-professionnelles. Et au finish, la finalité, c'est que la dame devait donner le corps. C'était la seule chose qui restait de son interview. Et la dame a dit non, gardez votre travail pour vous, je ne veux pas l'avoir. Une semaine après, on l'a rappelé et on lui a donné un travail par une autre entreprise. Prenons par exemple, vous soumettez des jeunes filles, bien des jeunes mamans à des relations sexuelles pour qu'avant qu'ils obtiennent un emploi. C'est aberrant, c'est inhumain. Ce sont des faits à condamner sévèrement. Les emplois au Congo, des fois c'est politisé. Des fois c'est politisé, c'est pas un coup de téléphone, quelqu'un est engagé, ce soit peut-être ce sont les relations que les gens sont engagés. Mais normalement, il y a une manière d'être engagé dans les secteurs publics. Je parle des cas des entreprises publiques, il y a une manière. Et les offres doivent être publiées. Eh bien, lorsqu'on vient de l'étranger, j'ai constaté que le marché de l'emploi est assez complexe ici à Kinshasa. En dehors du Congo, vous avez dans des pays qui sont industrialisés, vous pouvez aller sur Internet, vous avez également des journaux avec plusieurs offres d'emploi et vous n'avez qu'à téléphoner pour pouvoir éventuellement prendre les coordonnées, envoyer le CV et pouvoir décrocher en fait une interview. Voilà. Mais lorsqu'on arrive à Kinshasa, c'est déjà très complexe. Comment les bons offres d'emploi en fait se redistribuer dans une certaine classe sociale. Ce qui fait qu'il y a toute une série de personnes qui sont diplômées et qui n'accèdent pas en fait à un bon travail. Vous voyez, je veux dire. D'ailleurs, pour l'instant, je suis en train de donner des formations pour des jeunes. Eh bien, j'ai été surpris, sur 200 personnes qui assistent à mon cours, eh bien, par groupe de 25 évidemment, eh bien, je me suis rendu compte que la plupart avaient des diplômes et en leur posant la question, est-ce que quelqu'un depuis qu'il a été diplômé a pu trouver un travail en fonction de son diplôme? Eh bien, personne. Et ce qui est grave, c'est que nous trouvons en fait des jeunes gens, de jeunes adultes, qui ont la trentaine d'années pour certains et qui en sont encore à chercher leur premier emploi. Donc aujourd'hui, la grande problématique pour les Congolais, c'est que l'ouverture ou bien les emplois, on ne connaît pas où on engage des Congolais. Mais les Congolais, quelqu'un va se réveiller le matin, il vous dira que moi j'ai été engagé. Les offres d'emploi ne sont devenues que facultatifs aujourd'hui. On peut afficher une offre d'emploi, mais on sait déjà qu'il y a déjà un nombre de gens bien préparés, bien recrutés déjà.
qui vont gagner ces postes-là. Donc ça c'est aussi un problème. On comprend que c'est par rapport au manque en fait d'emploi. Hein, c'est-à-dire le taux de ceux qui travaillent est tellement très faible par rapport à ceux qui ne travaillent pas. C'est ce qui facilite en fait. C'est-à-dire ces personnes qui veulent voir son frère chômer, c'est pendant qu'il a une opportunité de pouvoir le mettre dans un poste, dans une entreprise ou dans un poste de travail, tout ça. Alors c'est ce qui facilite aussi à ce qu'il y ait... ça crée des doutes en fait aux chefs de ceux qui veulent chercher de l'emploi. Ils savent déjà que même quand on peut aller postuler, au final on ne va pas nous recruter parce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà bien été préparés pour gagner ces postes-là. Ça fait que même la qualité en fait, des services sont en train de se dégrader parce que quand vous engagez des gens qui ne sont pas compétents, quand vous engagez des gens qui ne remplissent pas les normes et les critères de l'emploi, automatiquement ça ne donne pas un bon résultat, ça ne donne pas un bon rendu. Et voilà, c'est d'ailleurs la cause de chute de beaucoup en tout cas d'entreprises dans ce pays. Là, c'est du côté secteur public où les choses ne sont pas organisées. Du côté secteur privé, il y a des entreprises qui lancent des appels d'offres pour engager des citoyens. Et généralement, je m'oppose à cette mention. Les candidatures féminines sont encouragées. Donc des fois, je me dis, mais pourquoi on ne dit pas les candidatures masculines sont aussi encouragées? Parce que nous sommes tous des êtres humains, donc bien des êtres humains. Donc humains avec H majuscule. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, le secteur de l'emploi doit davantage être organisé dans notre pays. On sait que vous vous réveillez le matin, vous pouvez feuilleter votre journal et vous êtes au courant des offres d'emploi tant dans les secteurs privés que dans les secteurs publics. Avec moins de 30% d'emplois offerts par l'État, la sécurité des emplois reste un réel problème car le SMIC est très faible, la sécurité sociale presque inexistante et les charges sociales demeurent très élevées. La sécurité de l'emploi porte sur l'ensemble des mesures légales protégeant les emplois. Je dis par exemple le contrat de travail à durée indéterminée, soit le contrat de travail à durée déterminée. Et à part les mesures légales, notamment en particulier le Code du travail et ces mesures d'application, il y a aussi la convention collective qui sont votées ou négociées au niveau des entreprises, ou bien ce qu'on appelle les règlements d'entreprise. Donc, les emplois sont sécurisés et protégés par l'État congolais. C'est-à-dire que l'emploi est sécurisé vise à signaler à tout employeur, tout d'abord, et à tout employé que les prestations fournies vont se dérouler, se réaliser suivant le Code du travail ou bien les conventions collectives et les règlements d'entreprise. Et aussi que vous devez travailler par rapport à votre convention, comment vous êtes mis d'accord avec l'employeur. Mais dans quel cas on est dans l'insécurité de l'emploi? Lorsque, tout ce que vous êtes entendu n'est plus respecté, ou bien lorsque un des éléments de votre contrat de travail n'est plus respecté. Donc là, vous tombez, je prends les cas, nous avons connu des entreprises où il y a 50 mois d'arriérés des salaires. Mais lorsque vous faites une année et que vous n'êtes pas payé par votre employeur, votre emploi est dans l'insécurité. Et il est fait obligation, c'est une jurisprudence en matière du travail, tout travailleur qui, pendant une année, de manière ininterrompue, n'est pas payé, il a le droit, il a l'obligation de ne plus continuer à prester. Donc là, il suspend son contrat de travail. C'est un peu cela. Donc le contrat de travail se réalise entre l'employeur et l'employé, comme on dit, des communs accords. C'est un peu dans ce sens-là. Donc l'insécurité portant sur l'emploi peut porter soit par le non-respect des engagements pris dans les chefs de l'employeur, soit aussi dans les chefs de lui-même l'employé, quand il n'arrive pas à répondre à ses obligations professionnelles. Les salaires des Congolais, si je prends notre SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, comme on dit, salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 7315 comme ça, donc c'est quoi? C'est 3 $. Le SMIG est très faible, donc notre SMIG
pose un problème de pouvoir d'achat. Donc il est temps que le ministère du Travail, avec tous les partenaires sociaux, travaille là-dessus pour qu'on puisse augmenter les SMIC. Parce que s'il faut payer un Congolais par jour $3, vous voyez ce que ça donne. $3, vivre avec $3 par jour. Donc les SMIC, notre SMIC aussi insécurise les employés. Considérons nos fonctionnaires dans ce pays. Vous allez voir un papa de 50 ans, à peine 50 ans, il est encore jeune, on peut le considérer jeune. Mais vous allez voir qu'il est déjà dépassé, il est submergé par les problèmes de la vie, tout simplement parce qu'on le paye un salaire qui ne résout pas ses besoins. Imaginez un papa de 50 ans, on peut considérer qu'il a déjà 3 ou 5 enfants. Et ces enfants-là, il doit les scolariser, il doit prendre soin de leur santé, il doit les aider à avoir de la nourriture, des vêtements. En dehors de cela, il a un loyer à payer, il a le courant, l'eau et aussi le transport en RDC qui varie tous les jours. Vous allez voir un transport qui change et il n'y a des prix, il n'y a pas un prix fixe. Chaque jour, il y a changement de prix. Et tout cela avec un salaire minimum de 200 000 francs. Dites-moi comment va-t-il résoudre tous ces problèmes? Et il se retrouve à faire deux choix. Soit il va avoir à chercher d'autres travaux et il ne sera qu'un fonctionnaire figurant attendant juste un travail, un salaire parce qu'il a les matricules, ou il se retrouvera à faire des détournements. Il va, parce que la situation dans laquelle il se trouve va l'obliger à trouver une solution. Et fin de compte, il va se retrouver à détourner, ou soit il va transformer le travail formel de l'État en un travail informel. C'est-à-dire quand il y a une situation qui demande d'être payé, il va transformer cette situation-là comme une opportunité pour lui de répondre à ses problèmes immédiats. Et l'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État se retrouve en train d'entrer dans la poche d'une personne. C'est dans ce cas qu'on parle de détournement. Je vous assure que quand on n'est pas à mesure de répondre à ses besoins primaires, on ne peut pas penser au développement, on ne peut pas penser à la modernité, on ne peut pas penser à la technologie. Pourquoi? Et on le dit même si bien, ventre affamé n'a point d'oreille. Zigzag. Zigzag. Syndicaliste, licencié illégalement par la Société nationale d'assurance, Pascal Bamanaï Kambala reste positif quant au rôle et l'importance de l'action syndicale en RDC en vue de sécuriser les emplois. Les syndicats votés, majoritaires, dans une entreprise participent fortement à sécuriser les emplois. Il faudra comprendre qu'un syndicat, c'est quoi? C'est une association, un fait privé. Des hommes et des femmes se sont réunis pour défendre les intérêts des travailleurs et non les intérêts des employeurs. Un syndicat ne vient pas défendre l'intérêt des employeurs. C'est ce qu'on voit avec des syndicats jaunes, hein, des syndicats Gestapo que moi j'appelle, qui viennent dans une entreprise commencer à défendre les intérêts, la position de l'employeur. Donc, au sein d'une entreprise, les syndicats jouent un grand rôle dans la défense, la sécurisation des emplois, obtenus par les travailleurs. Donc, en termes tout d'abord de promotion, en termes de leurs intérêts peuvent porter sur les salaires, les primes, les conditions de travail en général et autres. Donc c'est un peu cela, c'est que le rôle des syndicats, défendre les intérêts des travailleurs. Nullement défendre l'intérêt des employés. Les employeurs ont aussi leurs syndicats. Du côté des syndicats des entreprises publiques, nous avons ANEP. Du côté des syndicats des entreprises privées, nous avons la FEC, donc la Fédération des entreprises du Congo. Donc, il ne faut pas confondre les syndicats. Les syndicats des travailleurs ont pour mission noble de défendre les intérêts des travailleurs.
on ne peut pas reconnaître un mouvement syndical sans pour autant reconnaître aussi son action syndicale. Vous pouvez mener une action syndicale en revendication des salaires. Si vous êtes, je prends toujours le cas de cette entreprise sans citer le nom, où nous avons eu à dénoncer plus de 50 mois d'arriérés des salaires. Donc, cette action syndicale noble menée par des syndicats et des agents, des agents cadres et agents cadres de cette entreprise a poussé, a amené à faire voir à l'autorité publique que ici, il y a un problème. On veut transformer cette entreprise en un goulag où les gens viennent travailler sans être payés. Donc, face à cela, vous déposez votre cahier des charges à l'employeur, vous lui demandez, vous lui dites que nous sollicitons que nos droits soient payés. Et lorsque les droits ne sont pas payés, vous, en tant que syndicaliste, vous signifiez à votre employeur, en passant par l'inspection générale du travail, qui est un corps d'inspecteurs qui a pour mission de garantir, de faire respecter les normes en matière de travail. Tout conflit de travail, lorsque vous êtes seul, vous, agent, vous travaillez, vous êtes seul et que vous êtes en conflit avec votre employeur, il y a ce qu'on appelle les conflits individuels de travail. Vous allez alimenter 13e rue, à côté, à gauche, il y a l'inspection provinciale du travail. Mais lorsque c'est un conflit collectif de travail, vous allez à l'inspection générale du travail. Ce sont des organes qui gèrent des conflits de travail. Et maintenant, il faudra aussi dire qu'au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les syndicats, les syndicalistes sont assimilés aux défenseurs des droits de l'homme, y compris les journalistes. Les journalistes aussi sont assimilés aux défenseurs des droits de l'homme. Sans oublier aussi les avocats. Les avocats aussi sont assimilés aux défenseurs des droits de l'homme. Donc, tout syndicaliste, tout journaliste, tout avocat qui est en difficulté avec l'État ou avec la sécurité sera défendu, protégé par les Nations Unies. Zigzag. 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 Si les universités produisent des milliers de diplômés, rien n'affirme que ces derniers soient compétents et formés pour le progrès social, tant l'enseignement primaire et secondaire peine à se mettre au pas de plusieurs pays étrangers qui n'accordent plus d'équivalence au bac congolais. Le système éducatif au Congo doit être complètement changé. Parce que je suis vraiment parmi ceux des rares personnes qui poussent aujourd'hui les étudiants congolais à pouvoir quitter l'université. Parce que franchement, ils n'apprennent rien du tout. Vous savez, on dit une chose, et je l'ai appris d'un certain entrepreneur américain, Robert Kiyosaki, qui disait, il dit, un faux professeur, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Un vrai professeur, c'est celui qui fait ce qu'il enseigne. Quand on enseigne l'entrepreneuriat à quelqu'un, il faut déjà avoir au préalable une boutique pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Il faut déjà avoir expérimenté la chose avant de pouvoir l'enseigner. À nos jeunes étudiants, on leur enseigne beaucoup plus de la théorie. Conséquence, lorsqu'ils finissent leurs études, lorsqu'ils finissent leur cursus, lorsque vous posez la question à un étudiant, bon, ça va maintenant que tu as fini, qu'est-ce que tu voudrais développer comme projet? Généralement, c'est je voudrais d'abord travailler quelque part, avoir quelques années d'expérience et après me lancer. Donc ça veut dire que déjà on ne forme pas, comme je le disais au départ, donc on va regarder vraiment le système colonial, on ne forme pas justement nos étudiants afin de pouvoir créer de la valeur, malheureusement. Donc ils sont formés pour pouvoir travailler dans des entreprises, être des travailleurs, des employés dans certaines entreprises et non pour créer. Et quelles sont ces entreprises justement qui sont là? La plupart de ces entreprises qui sont créées, qui ont beaucoup plus de fonds, ce sont des entreprises étrangères qui ont certaines conditions, malheureusement. Et malheureusement, leurs critères, justement, ne répondent pas, justement, à cela. Malheureusement, fort malheureusement. Et c'est un danger pour l'avenir. C'est vraiment un danger pour l'avenir. Donc, en tout cas, la solution ultime vers laquelle les gens devront se tourner avec le temps, c'est l'entrepreneuriat. Et revoir, justement, l'enseignement à zéro. Vraiment tout refaire et faire en sorte justement que nous puissions nous adapter aux réalités locales. C'est très important. Lorsque nous faisons le recrutement, nous devons tester, et on n'est même pas dans du technique, là c'est de la formation professionnelle, tester leur niveau de français à l'écrit et à l'oral. Eh bien,
je suis désolé, mais j'avais des licenciés en droit, des gradués, bref, des gens qui sont diplômés, université et études supérieures. Eh bien, la plupart, à l'écrit, eh bien, il y avait plus de 10 fautes. Donc, ça veut dire que déjà, à l'écrit, il y a un souci. Après l'écrit, eh bien, ils devaient expliquer un peu leur motivation. On passait un peu à l'oral. On les prenait évidemment en aparté. Là aussi, il y a un souci au niveau du parler. Alors, vous voyez, alors, ce genre de personnes, si elles sont connectées, si une personne comme ça est connectée, elle brandit son diplôme au petit frère du cousin, de la sœur, de la grand-mère, et c'est comme ça qu'elle va avoir un emploi. Et un emploi, souvent, dans ce contexte-là, l'employeur, le plus gros employeur, sont les pouvoirs publics, c'est l'administration. Vous voyez, c'est le public et ce n'est pas le privé. Puis dans le privé, quand on demande des compétences, il faut vraiment le prouver. Le privé, il est là pour faire de l'argent. Tandis que le fonctionnaire probablement gagné à l'heure, comme on dit, c'est une expression, en tout cas au mois. Donc les exigences sont moindres. Donc vous avez malheureusement des gens qui passent au travers, qui n'ont pas beaucoup de compétences et qui arrivent finalement à se retrouver dans l'administration publique. Moi, je sais d'ailleurs que la majorité des pays qui se sont développés aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont beaucoup plus axés sur le technique. Nous avons l'exemple de la Chine aujourd'hui. En Chine, il y a très peu de facultés de droit. En Chine, il y a très peu de facultés d'économie, de journalisme et consorts. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus génie informatique, génie technique. Il y a beaucoup trop ça. C'est ce qui a fait en fait... c'est ce qui fonde en fait, c'est le socle en fait du développement de la Chine, et non seulement de la Chine, mais de l'Asie en général. Et aujourd'hui, les pays qui veulent se développer, en tout cas, doivent emboîter les pas. Donc moi, je pense que les remèdes, c'est d'abord là. Les sections techniques, ce sont des sections aujourd'hui qui sont attribuées à des gens entre guillemets, de seconde classe en fait. C'est lui qui n'a pas pu faire les vraies études, entre guillemets, ce sont ces gens-là qu'on oriente vers les sections techniques. Or, on a besoin de génies aussi là-bas, parce que tout doit se construire là-bas. Face à un tel constat, doit-on absolument penser au chaos? Non, loin de là. Il y a encore de l'espoir, si et seulement si la volonté politique quittait le camp des slogans en s'inscrivant dans un champ pratique et pragmatique. L'État doit savoir communiquer avec ceux qui cherchent de l'emploi et ceux qui sont prêts à créer de l'emploi. Et l'État doit mettre vraiment un œil sur le PME. Parce que moi, je pense que le socle du développement d'un pays vient du PME, vient de petites et moyennes entreprises. Parce que ce sont eux qui sont capables, en tout cas, d'enlever un plus grand nombre de gens dans le chômage. L'État ne peut pas engager tout le monde. On ne peut pas s'asseoir rien qu'en attendant les investisseurs venant de l'étranger, mais le PME peut le faire mieux que les investisseurs. Un investisseur peut venir investir dans un pays, mais pour un délai de 10 ans. 10 ans après, il va partir. Mais par contre, les PME vont continuer à embaucher et puis peuvent grandir et voilà, soutenir l'économie en fait, du pays et aider en tout cas à sortir en fait, ces pays du gouffre et du chômage dont nous sommes plongés depuis des années. Alors, j'inviterai ici, pour pouvoir remédier à ce problème, à ce constat, eh bien, à inviter en fait celui qui a l'Imperium de tout d'abord faciliter l'initiative privée. En facilitant d'abord la création d'emplois, en réduisant les taxes, en harcelant pas. Et ça, c'est très important. Et comme la jeunesse est quand même le futur de ce pays, il est très important, je crois, de pouvoir faciliter aussi la création d'entreprises des jeunes. Et je pense qu'on n'inventerait rien. Ce qui existe déjà ailleurs, c'est de créer en fait un fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent se lancer. Bien entendu, avec le train de choses qu'il faut faire pour pouvoir faciliter en fait cette création d'entreprise. Alors, à charge également pour l'État, je crois que c'est le deuxième point et le dernier que j'ajouterai pour pouvoir régler ce problème, c'est que l'État puisse créer des entreprises en fait, des usines, jusque pour faire des allumettes, c'est l'exemple que les gens prennent souvent. Il y a toutes les allumettes que nous importons, mais on peut créer des usines pour faire les allumettes. Je ne parle même pas de la transformation de nos matières premières et autres. Voilà. Il n'y a pas que l'État qui a l'obligation de créer des emplois. Il y a aussi les particuliers, les individus. Mais cela part essentiellement
par l'environnement social, politique, économique et même judiciaire. Parce que les gens qui ont des ambitions, qui ont la capacité de création d'emplois, ont besoin de trouver un environnement sain qui leur permette de mettre en place des mécanismes pour non seulement créer des emplois, mais aussi veiller à ce que ces emplois-là survivent. Très souvent, nous voyons, il y a des actions qui sont menées, il y a des emplois ponctuels qui sont créés. Mais cela ne garantit nullement la stabilité sociale, justement parce que ces emplois sont éphémères. C'est juste des emplois qui sont créés justement par souci de survie. Et cela ne stabilise pas le foyer. Ce qui veut dire que si nous voulons résoudre ces problèmes, il faut mettre en place de politiques structurelles. Ces politiques qui vont consister essentiellement, non seulement à créer, mais aussi à pérenniser ces emplois-là. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des privés. Et la meilleure manière de faire, c'est d'abord de renforcer la capacité managériale de ceux qui en créent. C'est-à-dire qu'il faut amener un appui technique. Mais au-delà de tout, il faut aussi amener un appui financier. C'est ça le rôle des banques. Lorsque les gens prennent des crédits, mais des fois, on ne sait pas savoir où les avoir ou les retrouver. On peut vous donner une adresse A et après avoir obtenu le crédit, la personne soit raconte n'importe quoi ou se retrouve dans une adresse C et D, peut-être dans une ville beaucoup plus proche ou bien dans un quartier beaucoup plus éloigné. Et il y a même certains, il y a même certains qui ont créé des attestations de décès, qui ont fait croire justement à ces banquiers qu'ils étaient morts. Au moment de pouvoir rembourser correctement, eh ben, ils ont inventé leur mort. Et pourtant, ils vivaient dans un quartier voisin. Malheureusement, comme on ne pouvait pas répertorier, que tout ça n'est pas répertorié dans un système, dans une base de données, eh ben, c'est compliqué. Et c'est ceux qui doivent organiser justement tout ce système-là pour pouvoir faciliter la tâche à tous ceux qui viennent, parce qu'en fait, le banquier n'est qu'un commerçant. C'est celui qui reçoit l'argent justement de tout le monde et fait travailler cet argent afin de pouvoir justement avoir des intérêts, bénéficier des intérêts. Et pour faire travailler cet argent, on a besoin justement de collaborer avec des entrepreneurs, ceux qui sont censés tourner cet argent et générer des intérêts justement qui vont leur permettre à eux, les banques, de pouvoir se retrouver. Donc c'est un peu ça. Et pour ça, il faut des conditions. Et c'est au niveau du gouvernement, ça veut dire au niveau de l'État, de pouvoir faciliter justement la tâche à ce que tout se passe correctement. Alors, nous devons nous poser la question, au regard de notre système financier, qu'avons-nous? Toutes les banques sont sont étrangères. Ce sont des banques dont les capitaux sont essentiellement constitués par les étrangers. L'État congolais n'a pas de banques commerciales. Les politiques en termes de création d'emplois ne sont pas cohérentes. Parce qu'en réalité, tous les ministères doivent être en mesure de créer des emplois. Il faut que cela soit des objectifs politiques. Vous prenez le ministère de petites et moyennes entreprises, doit voir comment inciter les gens à créer des emplois, en leur apportant l'appui technique. Vous prenez le ministère du budget, le ministère de l'industrie, le ministère de pêche, le ministère de pêche et élevage, de l'agriculture, des mines, doivent mettre en place des politiques cohérentes pour arriver à créer des emplois. Et en même temps inciter les initiatives privées. Parce que l'entrepreneuriat privé, c'est celle qui soutient les économies dans le monde. Si vous allez en France, par exemple, le nombre d'emplois créés par le privé sont hautement supérieurs au nombre d'emplois créés par l'État. L'économie est tenue par les privés. Les privés qui sont motivés par les lucres créent des structures justement pour leur survie. Et en ce moment-là, ils créent des emplois. Dans un espace tel que la France, vous trouvez il y a plus de 90% des emplois qui sont créés par des privés. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des ministères tels que le ministère des petites et moyennes entreprises. Fort malheureusement, ces ministères est plus dans la communication. Mais dans la pratique, il n'y a pas. En réalité, ces ministères devaient arriver à créer des incubateurs pour inciter les gens qui ont des initiatives privées d'avoir des aspects techniques et financiers. Il fallait mettre en place des politiques de financement par les subventions. On doit subventionner les secteurs pour leur permettre d'avoir. Il faut assainir l'environnement sur le plan administratif pour faciliter la création d'emplois. Il faut insister sur la justice pour garantir la liberté d'initiative, tout ce qu'il y a comme apport en industrie, sécuriser les actionnaires. Le fait seulement que tous ces éléments-là ne sont pas mis sur pied, eh bien, ça crée un dysfonctionnement. Ce qui fait que ceux qui ont des emplois veulent se maintenir là.
Et ceux qui n'en ont pas n'ont pas la capacité d'en créer. Et pourtant, lorsqu'il n'y a pas création d'emplois et que cela ne suit pas l'évolution démographique, eh bien ça crée un décalage. Et c'est ce décalage-là qui justifie le taux de chômage. C'est-à-dire que nous devons arriver, n'est-ce pas, à systématiser l'économie. Nous devons arriver à analyser profondément la courbe en termes de demande et en termes de l'offre pour que nous sachions qu'effectivement nous sommes dans le bon. Le renforcement de la productivité. Une population qui est active, c'est une population qui contribue. Et plus il y a des gens qui travaillent, plus l'État a plus de moyens. Il faut combattre la situation de sous-emploi. Et fort malheureusement, tout cela passera impérativement par des politiques cohérentes. Et le fait seulement qu'il n'y a pas de politique, il y a beaucoup de cassures en termes de politique. Le ministre de l'Industrie veut faire des choses seul, alors qu'il devait aussi associer le ministre des PME. Le ministre de l'Agriculture veut faire des choses seul, alors qu'il devait aussi associer le ministre de l'Industrie et les PME. Le fait seulement qu'il n'y a pas de cohérence en termes de politique, ça crée des chevauchements et ça réduit l'efficacité en termes d'action. Plus nous évoluons, plus il y a des gens qui demandent. Aujourd'hui, nous sommes estimés à 100 millions d'habitants. D'ici 30 ans, on peut aller à 250 millions. Combien d'emplois avons-nous créés en 62 ans? Combien d'emplois? Tous les emplois créés résultent de financements ou des investissements étrangers. Le jour où toutes ces banques-là vont fermer, le jour où les opérateurs téléphoniques vont fermer, aurons-nous encore des garanties? Ne devons-nous pas inciter les gens à créer? Il y a de ceux qui ont créé des emplois, mais qui ne sont pas formels. Il faut formaliser les emplois. Celui qui est dans le transport en commun, nous prenons l'exemple de ceux qui font les motos, taxis. Ce sont des emplois, mais qui n'apparaissent pas au niveau des statistiques nationales. Il faut formaliser, il faut créer des îlots de développement, faire en sorte que ceux qui ont des initiatives puissent être encouragés. Des mamans qui vendent des pains peuvent aussi envisager demain faire des boulangeries. Le fait seulement qu'il n'y a pas de vision, ça étouffe dans l'œuf toute initiative privée. Vous créez une structure, le lendemain vous trouvez, il y a des taxes. Alors que vous êtes encore dans le lancement, mais vous trouvez qu'il y a une sorte d'asphyxie. On est en train d'asphyxier les initiatives privées. Et la conséquence, c'est quoi? Ceux qui pouvaient créer des emplois préfèrent jouir de leur argent, consommer leur argent ou procéder par les thésaurisations. Et cela réduit la capacité de création d'emplois au niveau national. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous avons donc une grande mission. Nous avons une opportunité majeure d'être le hub, non seulement du transport international sur le continent, mais également le hub de l'économie africaine. Nous avons le devoir et la responsabilité de donner de l'énergie, non seulement au pays et à toutes les provinces et à tous les territoires, mais surtout à tout le continent et peut-être une partie du monde. Et on s'est véritablement trompé. On s'est trompé en 2000 en fait, lorsque avec la Banque mondiale, on a pensé qu'avec un code minier attractif, on réglerait le problème du développement de la République démocratique du Congo. C'était une erreur monumentale, parce que tout de suite après, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas développer les mines sans énergie. En fait, je voudrais vous donner quelques chiffres. Nous avons à peu près 100 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. Nous avons près de 70 gigawatts de potentiel solaire. Les Chinois viennent de démontrer clairement que nous avons près de 40 autres 1000 mégawatts de potentiel juste après Inga. Lorsque vous faites le total, nous sommes largement au-delà de 200 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique et solaire. Vous savez tout ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous avons là un potentiel financier de plus de 120 milliards de dollars par année. Ça, les mines ne peuvent pas nous les donner. Les mines nous donnent plus ou moins 15 et quand ce sera très bien, ça nous donnera 20 milliards de dollars en termes de revenus bruts du secteur. Ça sous-entend qu'en fait, 2 à 3 ou 4 milliards de dollars en revenus internes pour la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'en fait, quand on se trompe majeurement sur un facteur levier comme celui-là, on peut s'expliquer pourquoi pendant 20 ans, contrairement à ce qu'on pensait, les mines ne nous ont pas donné les résultats que nous voulions. Aujourd'hui, c'est clair. Le vrai levier du développement de la République démocratique du Congo, ce n'est pas les mines, ce n'est pas la forêt, c'est tout simplement l'énergie. Et quand nous aurons l'énergie, nous aurons l'industrie minière, nous aurons l'industrie forestière, nous aurons l'industrie pétrolière, nous aurons toutes les industries du monde. Et nous pourrons vendre l'énergie. L'énergie, pour nous, est une matière première à vendre. Elle ne demande pas de la transformation, il faut juste produire. Et je pense qu'en termes de priorité, en termes de vision stratégique, nous devrions aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, nous rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on peut corriger. Il y a une chose qui est toujours essentielle, en fait, pour gérer une nation, pour gérer un pays, il faut avoir une vision. La première des choses, d'abord, c'est d'avoir une vision.
Ça veut dire que lorsque je viens quelque part, dans une structure, dans une entreprise, dans un pays, dans un quartier, d'abord, connaître d'abord l'histoire du quartier et savoir justement quel est votre apport. Parce qu'on dit souvent, on ne fait pas de la politique, on ne vient pas apprendre en politique. On fait de la politique parce qu'on a un idéal à apporter. Ça veut dire qu'on est déjà, avant de pouvoir faire de la politique, on était dans la masse, assis comme tout le monde, en train d'observer. Et on a relevé le problème qu'il y avait. On s'est dit, bon voilà, je viens justement pour pouvoir relever ce défi-là. Parce que ce défi a tant perduré. On est là justement pour détruire. Malheureusement, ces gens-là ne le font pas. Il y a des états de lieux qui ont été faits année après année après année. Mais malheureusement, on n'est jamais passé à l'acte justement. Il y a des lois au niveau du Parlement, au niveau du Sénat qui ont été votées. Malheureusement, il n'y a aucun suivi de ces lois. On dit qu'on va justement faire en sorte que les champions locaux puissent se retrouver, mais la seule façon pour que les champions locaux puissent se retrouver, eh ben, c'est d'avoir accès justement à ces ressources-là. La plupart des marchés publics ont été donnés, eh ben, sont donnés carrément à des étrangers. Malheureusement, on n'en profite pas. Supposons par exemple que vous donnez, aujourd'hui par exemple le Nigeria, qu'est-ce qui a fait en sorte que le Nigeria puisse être parmi les pays africains qui comptent beaucoup plus de millionnaires et de milliardaires? C'est parce qu'il y a un jour, il y a un président, entrepreneur de son État, le président Obasanjo, qui s'est décidé de pouvoir justement donner tous les marchés publics. Tous les marchés publics, les donner aux champions locaux. Tous ces champions locaux qu'on connaît aujourd'hui au Nigeria, qui sont des millionnaires, qui sont des milliardaires, eh ben c'est grâce justement à cet idéal-là qui avait été, cette option-là qui avait été adoptée, de pouvoir donner tous les marchés locaux et tous les marchés publics eh ben, aux champions locaux. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi et c'est comme ça qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait de l'emploi et qu'ils puissent avoir justement des profits beaucoup plus grands et des objectifs beaucoup plus grands. Et ils se sont répandus un peu partout, jusque dans les provinces et tout, dans chaque État. Donc c'est un peu ça. Nous nous développerons le jour où nous commencerons le développement à la base. Nous parlons tout le temps de la diversification économique, mais on ne parle pas de la diversification géographique de l'économie. On parle simplement de la diversification sectorielle. C'est une faute grave. L'économie qui ne développe pas le pays, c'est une économie inclusive. Celle qui pense à tout le monde, celle qui met à contribution tout le monde. Parce que lorsqu'on parle du PIB par habitant, la moyenne prend en compte toutes ces personnes qui ne constituent même pas le contenu de l'économie officielle. Il faut amener l'économie à la base. Et nous sommes un pays décentralisé, il faut effectivement décentraliser le pays et décentraliser l'économie du pays. Et je crois simplement que si nous avons un leadership performant à la tête et que nous avons un leadership performant à différents paliers, nous aurons la capacité d'avoir une véritable forme de développement intégré, un développement qui ne porte pas le nom d'un individu, un développement qui porte le nom de la République. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin, 60 ans après l'indépendance. Autrement dit, nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois pour absorber cette main-d'œuvre potentielle qui est là, mais en même temps, cette main-d'œuvre qui est forte, il faudrait se poser la question maintenant sur la formation de ce capital humain. Il s'avère que avoir une main-d'œuvre importante n'est pas une fin en soi. Il faudrait que cette main-d'œuvre puisse être adaptée aux conditions structurelles de l'économie du moment. Or, lorsqu'on voit en RDC les erreurs monumentales qui ont été commises, nous avons basculé directement sur le secteur tertiaire, abandonnant quasiment le secteur tant primaire que secondaire, qui sont susceptibles d'avoir une meilleure productivité, puisque aujourd'hui, lorsqu'on est dans le secteur tertiaire, comme le dirait le paradoxe de Solow, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la croissance. Et en même temps, notre croissance n'est pas suffisamment forte. Lorsqu'on a une croissance forte une année, l'année d'après, on connaît souvent des soubresauts qui font que cette croissance puisse baisser fortement. Or, sans une croissance qui est relativement régulière, il est difficile juste de créer des emplois. Par conséquent, comment pouvoir y remédier? Il faudrait déjà que les pouvoirs publics dans notre pays arrivent à dynamiser ce marché du travail. Et comment dynamiser ce marché du travail? C'est d'abord par une meilleure offre. C'est-à-dire que nous avons des institutions, et je le dis assez souvent maintenant, nous avons des institutions extractives, c'est-à-dire avec le niveau de corruption qui ne cesse de croître. Or, lorsque la corruption est très forte, quand je dis corruption, c'est-à-dire cette économie qui a du mal à trouver sa place
par rapport à ces différentes lois qui existent en sciences économiques, le marché ne peut pas être opérationnel. Il faudrait donc que nous puissions agir dessus pour attirer les investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers qui devraient bénéficier d'une meilleure transparence de l'information, et ça fait partie des critères de la CPP, c'est-à-dire de la concurrence pure et parfaite. Et à partir de cette CPP, on peut être en mesure de créer suffisamment d'emplois. C'est-à-dire que tout est question de conditions structurelles de l'économie à améliorer pour que nous puissions atteindre cet optimum qui devrait nous permettre justement de sortir de cette impasse, c'est-à-dire résoudre le problème du chômage en RDC. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui peut se faire s'il n'y a pas de justice. Nos sociétés ici, s'il y avait une justice, une vraie justice, il n'y aurait personne qui aurait pu créer des problèmes. Il y a des gens, il y a même l'État pouvoir public qui, dans certaines manières, va dans une entreprise et prend de l'argent et il s'en va. Est-ce que quelqu'un a le droit de prendre de l'argent dans une société qui appartient à l'État? Société appartenant à l'État, c'est-à-dire que le capital est appartenant à l'État, c'est lui qui doit décider. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça? Il ne peut pas prendre. Si la justice existe, la justice est toujours nécessaire. Elle est toujours nécessaire. Et puis, l'organisation de la gestion. Il ne faut pas faire ça n'importe quoi. Ne mettez pas quelqu'un quelque part dit va aller travailler parce que vous allez trouver de l'argent, vous souffrez à la maison. Non. Il faut qu'il soit capable de vous restituer ce pourquoi il a été désigné pour ça. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, pour désigner un responsable d'une entreprise, je vous dis non, il appartient à mon parti politique et tout ça, il faut le prendre. Vous ne trouverez pas de solution. Il faut prendre quelqu'un qui est capable de le faire. Et je me réfère toujours à mes écrits. Dans mes écrits, c'était dans mes publications que je me dis très bien que pour désigner un responsable d'une entreprise, ce n'est pas bon de savoir de quel parti il est, de quel pays il est. Son problème, c'est de savoir, mon entreprise, elle est comme ça. Voici son problème. Est-ce que vous pouvez me le redresser? Il dit oui, je peux le redresser. Vous ferez quoi? Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. À combien de jours? Je peux le faire en 2 ans, c'est fini. Je vais partir du déficit que j'ai vers le résultat positif. Vous pouvez le faire dans 3 ans. 3 ans, bon, ça va, je vous nomme. Vous voulez qu'on vous paye combien? Payez-moi autant. Si vous n'êtes pas capable de le payer, vous ne le payez pas. Si vous êtes capable de le payer, vous le payez. Et vous commencez à le suivre. Si vous voyez qu'il n'avance pas, à 6 mois déjà, il ne fait plus rien, il faut le faire écarter. Au contraire, vous pouvez même l'accuser. Qu'il vous a fait signer un contrat en disant que je ferai cela, et maintenant il n'a rien fait. C'est comme ça qu'il faut désigner ces gens. Si vous ne les désignez pas de cette manière, vous cherchez n'importe qui pour mettre n'importe où, c'est fini, ça ne marchera pas.